que ça. Donc, je vais présenter tout d'abord l'initiative d'Onde Marée-Noire dans le Saint-Laurent. Nous, en fait, moi et Martin Poirier, depuis 4 ans, on s'intéresse à ce dossier-là. Moi, pour ma part, ça a commencé avec l'explosion de la plateforme pétrolière dans le Golfe du Mexique, Deepwater Horizon. Donc, à partir de ce moment-là, on savait en fait qu'il y avait des projets d'exploitation pétrolière gazière au Québec, notamment milieu marin. Et après ça, on a découvert également tout le dossier scandaleux du gaz de schiste, pétrole de schiste et compagnie. Donc, on va présenter quelques faits. Et aussi, c'est sûr qu'on va parler plus, évidemment, de l'approche citoyenne. Donc, Martin, je te laisse la parole pour la deuxième diapo. Quand on a été invité à venir vous rencontrer ce soir, c'était sous l'angle citoyen. Nous, on ne se définit pas environnementaliste, on se définit avant tout, comme on disait tout à l'heure, citoyen soucieux du bien commun. Et Onde Marée-Noire dans le Saint-Laurent fait partie aussi de la coalition Saint-Laurent. On est un des 85 groupes qui appuient la coalition Saint-Laurent. La coalition Saint-Laurent regroupe les 5 provinces qui touchent le Golfe, parce qu'on sait que le Golfe, c'est une mer semi-fermée, donc il n'y a pas de frontières dans un cas de déversement. Et vous retrouvez sur la coalition Saint-Laurent différents groupes, dont le comité d'orientation avec la Fondation David Suzuki, Attention Fragile, SNAC Québec, Nature Québec. Et l'objectif, nous on se retrouvait beaucoup dans la coalition Saint-Laurent, c'est vraiment d'informer le public, influencer le milieu politique. Et à partir de cette information-là, nous on voit sous l'angle citoyen, quand les gens ont l'information de manière éclairée, peuvent prendre de cette manière-là des choix qui eux aussi deviennent éclairés. Donc, en fait, pour faire du pouce sur le Golfe Saint-Laurent, ben, comme Martin l'a dit, effectivement, c'est 5 provinces. Donc, c'est un milieu interdépendant, je veux dire, au niveau des provinces maritimes, donc énormément de côtes à couvrir. Donc, dans les 5 provinces, essentiellement, en termes d'économie, nous, on va baser notre présentation sur 2 aspects, essentiellement l'économie et surtout l'acceptabilité sociale. Donc, sur le plan économique, le Golfe, c'est très, très riche au niveau économique. Si on parle du tourisme, au milieu des pêches, effectivement, on parle à peu près d'1,5 milliard de dollars de retombées économiques, ça pour les 5 provinces. Agriculture, tourisme également lié au milieu marin. Donc, milieu marin, on parle d'environ 1 milliard par année. Donc, il y a énormément de recettes en termes économiques sur les économies déjà existantes dans le Golfe. Donc, on parle essentiellement de tourisme et la pêche. Donc, nous, ce qu'on dit, ou également les autres groupes citoyens ou environnementaux, c'est qu'il faut faire le calcul véritable. Ça veut dire de mettre dans le même panier tout ce qu'on a avant de dire on développe telle une industrie aussi lourde, potentiellement de conséquences avec des risques importants comme celle des hydrocarbures. Donc, ça, on appelle ça une gestion intégrée des ressources, mais peut-être dans le cadre d'une autre conférence, on aura l'occasion de développer un peu plus là-dessus. Quand on parle du Golfe, le Golfe Saint-Laurent, il y a la structure O'Darry. On nous a dit que vous avez eu d'autres conférenciers aujourd'hui qui en ont peut-être traité. Ce qui est important pour nous de retenir avec O'Darry, oui, il y a la portion 70% du côté du Québec de cette structure géologique-là, 30% du côté de Terre-Neuve. Vous voyez le mot gisement. Quand on dit un potentiel estimé de 1 à 5 milliards de barils, le mot gisement ne devrait pas être utilisé parce qu'un gisement, c'est une découverte. Donc, c'est une découverte qui est prouvée. Et même la compagnie Corridor Ressources qui possède les claims sur le O'Darry, on parle de gaz et ou pétrole léger, lourd ou sulfuré, nous ne savons pas. Donc, c'est peut-être aussi simplement des dômes de sel. Donc, jusqu'à maintenant, ce qu'il y a autour de O'Darry, c'est surtout de la spéculation. Donc, effectivement, comme Martin disait, on parle de structure géologique potentielle, juste pour revenir avec le Golfe, comme disait Martin. Donc, là, ici, on a des données factuelles récoltées pas mal par la coalition Saint-Laurent. Donc, on utilise aussi également, on a leur approbation. Donc, quand on parle d'impact économique au niveau du Mexique, ben, c'est 43 milliards environ en termes de coûts directs. Donc, on pense encore la pêche, le tourisme.
Donc, c'est pas fini, hein, parce que les impacts continuent à s'accumuler. Donc, on peut penser, évidemment, que ça risque de chiffrer, que le chiffre risque d'être plus important que celui qu'on a présentement. Donc, il faut toujours penser également de mettre dans un tout l'ensemble des risques potentiels. Donc, quand on parle du golfe Saint-Laurent, comme on l'a vu tantôt, c'est environ 2 milliards en termes de retombées économiques au niveau du golfe. Donc, ce qui est important, si on veut avoir un débat éclairé, démocratique, mais il faut mettre l'ensemble, justement, des aspects économiques, des économies que ces régions-là possèdent déjà. Donc, parce que si on parle d'un déversement majeur, c'est vrai que c'est rare que ça arrive une marée noire, mais si ça arrive, il faut qu'on ait des garanties ou du moins des compensations nécessaires pour pallier. Il faut pouvoir être en mesure justement de bien savoir de quelle industrie justement on veut développer et quels sont ses impacts. Souvent, quand on va parler du golfe, pour nous, on dit qu'avant tout, c'est notre garde-manger en milieu marin. Donc, quand on parle d'un potentiel déversement, qui paierait la facture, mais avant d'en venir à ça, il faut aussi se dire que du moment qu'il y a de l'exploration dans une zone où on parle d'une zone commerciale de pêche, il peut y avoir automatiquement une décote. Je vous donne comme exemple, M. Emilien Pelletier, dans une de ses conférences, nous expliquait que du moment qu'on tente de faire coexister la ressource pétrolière avec une ressource marine, déjà, il y a un facteur risque, et à partir de ce facteur risque-là, il peut y avoir une décote. Quand on parle au niveau des îles de la Madeleine, on est exactement à 30 km de la zone de pêche pour le crabe. Et qui paierait le plafond de responsabilité? Souvent, nous, ce qu'on dit dans nos conférences, on privatise les profits et on socialise les déficits. L'exemple qu'on voit le plus malheureux quand on parle de lac mégantic, jusqu'à maintenant, tous les coûts au niveau du lac mégantic n'ont pas été assumés par les compagnies, mais bel et bien par le milieu politique, le milieu fédéral et à la limite la facture au provincial. Donc dans le Golfe, c'est un peu la même chose. Le coût total au Golfe du Mexique, vous l'avez vu, plus de 43 milliards. La Norvège, l'Islande, le Danemark, le Groenland n'ont aucun plafond. Donc c'est responsabilité 100% pour la compagnie. Du côté du Canada, il y a un projet qui a été déposé, un projet de loi, mais qui n'est toujours pas adopté jusqu'à maintenant, où ça pourrait aller jusqu'à 30 milliards. 1 milliard, excusez. Jusqu'à maintenant, on est à 30 millions. Donc, demain matin, vous le voyez avec le Golfe du Mexique, quand on parle de 43 milliards, les compagnies n'auraient qu'à assumer présentement 30 millions et le reste de la facture serait socialisé. Donc, c'est une des raisons pourquoi il n'y a pas d'acceptabilité sociale. Il y en a d'autres, mais ça, c'en est une. Donc, il faut, quand on dit on va exploiter, comme la Norvège, on va être les plus meilleurs pays au monde sur la planète, on constate en fait que dans les faits, c'est pas le cas. Parce que, effectivement, comme Martin vient de le souligner, en termes de compensation financière, on est toujours à 30 millions. Et tantôt, on a sorti quelques chiffres, je veux dire, assez fragmentaires concernant les retombées économiques du Golfe Saint-Laurent. On parle d'environ 2 milliards. Donc, si on a une marée noire, par exemple, en Old Harry, il faut chiffrer, là, il faut quand même réaliser que les économies risquent d'être, risquent de s'écrouler à la limite. Donc, il faut prendre en considération ces réalités-là, ces risques-là. Donc, quand on parle d'acceptabilité sociale, depuis le début dans ce dossier-là, il y a quand même beaucoup de personnes mobilisées. Là, ici, on a des données, comme par exemple, il y a un sondage qui avait été effectué aux îles de la Madeleine, là, environ 2 ans, je crois. Donc, environ 80% des résidents des îles, en fait, sont contre l'exploration, l'exploitation dans le Golfe. Et également, aux îles de la Madeleine, il faut comprendre qu'il y a l'aspect aussi gazier. Donc, les îles sont convoitées par une compagnie qui se nomme Gaztem. Donc, les îles de la Madeleine font face aux deux problématiques, tant en milieu marin qu'en milieu terrestre. Donc, et au niveau du gaz, disons que les gens aussi sont contre en majorité, mais il y a un peu plus d'acceptabilité sociale en rapport avec l'exploration gazière. Mais là, avec ce qui se passe présentement, si on refaisait le sondage, je pense que ça serait environ 80% également, selon moi, qu'il n'y aurait pas d'acceptabilité sociale au niveau de l'exploration gazière. Donc, là-dessus, il y a d'autres appuis. La municipalité Gaspésie-les-Îles également
demande un moratoire complet, les 5 associations touristiques Québec autour du golfe également, plusieurs associations pour pêcheurs autour du golfe, des dizaines de scientifiques, des milliers de personnes, associations sociales, environnementales et économiques. Donc, ce qui est demandé, c'est un arrêt complet sur l'ensemble du golfe, parce qu'au Québec, on pourra en parler plus longtemps, mais au Québec, on a toujours un moratoire. Là, que normalement, suite à l'évaluation environnementale stratégique 2 du gouvernement du Québec, il pourrait justement lever le moratoire, parce que le moratoire se terminait normalement en 2012, mais là c'est toujours en attente. Donc, on suit l'actualité à ce niveau-là. Bon, au niveau fédéral, ce qui est demandé, parce qu'il faut comprendre que le Québec, le golfe, c'est-à-dire le golfe, c'est juridiction fédérale. Donc, au niveau fédéral, ce qui est demandé, c'est une commission d'examen. C'est un peu l'équivalent d'un BAP, Bureau d'audience publique en environnement, au Québec. Donc, c'est ce qui est demandé pour l'instant. Quand on parle d'acceptabilité sociale, jusqu'à maintenant, quand je vous mentionnais, on touche 5 provinces. Il y a aussi des demandes de moratoire ou de commission d'examen quand on parle de l'île du Prince-Édouard, Comité permanent des pêches, transport et développement rural, Comité permanent agriculture, environnement et énergie. Du côté de Terre-Neuve, présentement, il y a un moratoire sur la fracturation sous le golfe, parce qu'on sait qu'il y avait une compagnie qui projetait de faire des forages tout près du parc de Gros-Morne à Terre-Neuve. Donc, quand on parle de non conventionnel, nous, on qualifiait que c'était doublement non conventionnel, parce qu'on parlait d'un forage en milieu terrestre, mais dans le but d'aller sous le golfe et de faire de la fracturation hydraulique. Même l'UNESCO s'est mêlé de ce dossier-là en disant que s'il y avait l'autorisation d'aller de l'avant pour cette compagnie-là, qu'eux pourraient peut-être déclasser le parc de Gros-Morne qui entre dans le patrimoine de l'UNESCO. Donc, le Terre-Neuve et Labrador ont mis un moratoire sur la fracturation sous le golfe. Et du côté des Premières Nations, Alliance Innu, Malécite et Mi'kmaq de l'Est du Canada, à partir de 2012, il y avait eu une première sortie demandant un moratoire, la possibilité de ressortir aussi les traités pour faire respecter cette demande de moratoire-là. Et dernièrement, à Terre-Neuve, les 3 communautés ont réitéré la même demande de moratoire, mais demandant un moratoire jusqu'à une concurrence de 10 ans. Donc, quand on parle jusqu'à maintenant de développer les hydrocarbures, il n'y a pas un cadre qui est mis en place de façon à ce que la population puisse être consultée convenablement. Il y a eu différentes consultations, mais nous, on sent toujours, derrière les différentes consultations, que c'est toujours dans un désir d'aller de l'avant. On sait qu'avec différents gouvernements, du côté du Québec, avec le Parti libéral, et même chose avec le Parti québécois, le terme qui était beaucoup utilisé, c'était préjugé favorable pour l'idée de l'exploration dans un premier temps. Et nous, on le voit très bien dans cette présentation-là. C'est pour ça qu'on a décidé de prendre cet angle-là, parce que nous, on croit que chaque citoyen peut avoir un rôle à jouer. Demain matin, vous pouvez aller sur le site de Coalition Saint-Laurent, vous pouvez aller signer la déclaration de la Coalition Saint-Laurent. Donc, comme citoyen, nous, l'action qu'on a mise en place, c'est qu'on ne se définit pas comme des scientifiques, mais à partir des données scientifiques, la présentation qu'on fait habituellement peut durer facilement jusqu'à 1 heure. À partir du travail fait par la Coalition Saint-Laurent et différents groupes, nous, c'est vraiment d'informer et de dire que ce dossier-là n'est pas un dossier qui va se terminer demain matin. Donc, on a encore le temps comme citoyen d'y participer, d'ajouter notre voix. Donc, en fait, pour faire un petit résumé, il ne faut pas l'oublier, le golfe Saint-Laurent, c'est un milieu indivisible, à cause des courants marins notamment. Donc, l'interconnectivité entre le golfe Saint-Laurent et l'estuaire, nous, on a misé beaucoup sur cet aspect scientifique-là, parce qu'au départ, il ne faut pas l'oublier, sur le côté Québec, il y avait l'évaluation environnementale stratégique 1, qui a été marquée par un verdict, disons, d'une interdiction permanente d'explorer dans l'estuaire maritime du Saint-Laurent. Donc, le projet de loi, c'est le projet de loi 18, si je ne me trompe pas, il me semble de mémoire. Et il y avait l'évaluation environnementale stratégique 2 concernant le reste du milieu marin, donc le golfe. Et les recommandations en fait, de la compagnie Génivard, qui était mandatée par le gouvernement à l'époque pour réaliser cette dite étude, en fait, c'est les conclusions auxquelles nous sommes arrivés, l'ensemble des groupes citoyens et environnementaux, c'est qu'on n'est pas prêt. On n'est pas prêt. Il manque énormément d'informations, de données scientifiques
sur le golfe Saint-Laurent pour développer une industrie aussi risquée comme celle des hydrocarbures. Donc, on peut se le rappeler également, le golfe Saint-Laurent, ce n'est pas la Norvège, ce n'est pas la mer du Nord. C'est un milieu qui est semi-fermé, c'est soit plus petit que le golfe du Mexique. Donc, ça n'a rien à voir avec la mer du Nord. Il y a de la glace également dans le golfe Saint-Laurent. Donc, l'accumulation des risques sont vraiment importants dans le golfe Saint-Laurent. On ne peut pas faire un comparatif avec la Norvège dans aucun cas. Et peut-être, juste pour terminer sur notre démarche, nous, c'est ça. C'est vraiment le prix bâton du pèlerin. Comme Martin l'a dit, on ne se définit pas nécessairement comme des experts. On a des connaissances. Moi, j'enseigne la géographie au Cégep. Et également, on a décidé de faire des conférences, de rejoindre les groupes citoyens qui militaient et qui désiraient informer leur population. Donc, c'est ça qu'on a fait, nous. C'est vraiment notre bénévolat, si on peut dire. Donc, je terminerai là-dessus. Martin, je ne sais pas si tu avais un point à ajouter. La France, nous sommes tous voisins. Je pense qu'il faut le retenir. Il n'y a pas aucune des 5 provinces qui peut décider d'elle-même d'aller de l'avant dans cette industrie-là, sans qu'il y ait une concertation des 5 provinces et qu'on en vienne à faire une gestion intégrée de l'ensemble des ressources du Golfe. Donc, retenez une chose, c'est avant tout un garde-manger, c'est avant tout un milieu de vie. Toutes les coumènes du Saint-Laurent, ces 5 provinces-là, toute l'occupation du territoire, c'est fait à partir de la voie navigable du Saint-Laurent. Donc, il faut préserver l'intégrité du Golfe. Merci beaucoup. Donc, j'avais un visuel que vous ne verrez pas, parce que la clé ne marche pas, ou je ne sais pas pourquoi. Donc, on va garder ça sans visuel, et on va quand même essayer de vous raconter à peu près ce dont je voulais vous parler. Donc, le titre de la conférence, c'est vraiment, donc j'avais intitulé ça, et j'ai toujours intitulé « Risques et avantages du transport pétrolier en voie maritime ». C'est un enjeu très important puisqu'il est au cœur des questions qui se posent actuellement. Donc le transport maritime, l'éventualité d'un port pétrolier, tout ça, c'est pour ça qu'on a centré cette question. Et ce que je vous apporte ce soir, c'est certains faits, certaines données factuelles. Qu'est-ce que c'est le transport maritime de par le monde des hydrocarbures? Et une petite réflexion un peu plus poussée sur les risques, sur jusqu'à quel point ça s'accorde avec ce qui nous intéresse. Donc, juste pour donner quelques faits de départ, donc, j'ai retrouvé dans la littérature, donc on nous dit qu'en 2010, on a transporté 1,8 milliard de tonnes de pétrole par pétrolier de par le monde. 1,8 milliard de tonnes, c'est des chiffres tellement énormes qu'on n'est pas trop capable de se faire une idée de ce que ça peut représenter. Mais en termes de pourcentage, en 2010, ça représentait environ 45% de la production mondiale. Et c'est en train de monter. On nous dit que maintenant, 2013-2014, on est presque rendu à 60% de la production mondiale qui est transportée par bateau. Petits, grands et moyens bateaux dans le monde. Donc, c'est des chiffres gigantesques. On va parler de milliards de tonnes de pétrole transportées chaque année. Et un élément important, qui est un élément économique, c'est à retenir jusqu'à un certain point parce qu'on va y revenir. Le coût du transport d'un baril de pétrole, c'est 1,50 $. Alors, si vous vous rappelez, à tous les soirs, on nous parle du prix du baril de pétrole, qui est autour de 100 $ actuellement. Alors, le transport pétrolier, c'est 1,50 $. C'est rien, c'est 1,5 %. Donc, les coûts de transport par le milieu marin, par le transport maritime, sont vraiment très faibles. Et les infrastructures pour un tel transport sont énormes. Donc, on parle d'une flotte mondiale d'environ 11 000 pétroliers dans le monde, là, dans toutes les mers du monde, qui se baladent quotidiennement. Et la capacité globale de ces pétroliers est autour de 500 millions de tonnes. C'est encore des chiffres qui nous échappent, là. Mais c'est des capacités absolument considérables. Des types de pétroliers maintenant, juste pour vous donner des mots rapidement, des noms que vous allez peut-être revoir apparaître quelque part. Des petits pétroliers qu'on voit se balader, là, qui viennent jusqu'à nous, qui transportent de l'essence, du diesel. Ça s'appelle des Seaway Max. Donc, c'est des petits pétroliers qui font autour de 25 000 tonnes en port lourd. Là, donc, ça
peu près 25 000 tonnes de capacité. Si on monte un peu dans la capacité, on va parler des Panamax. Les bateaux qui passent dans le canal de Panama. Ça, c'est des bateaux qui font entre 50 et 60 000 tonnes. Encore là, ça commence à être des chiffres un peu plus élevés. Si on monte encore un peu, on parle des Aframax. Oh, Aframax, on est rendu à 80 000, 120 000 tonnes. Là. Ça commence à être du bateau. C'est ceux qui viennent à Saint-Romuald, les Aframax. Donc, on est dans cette gamme-là. Si on monte encore un peu, le Suezmax, donc ce qui passe dans le canal de Suez, qui est un très grand canal qui, on pense, va être peut-être doublé éventuellement. Dans le Suezmax, on est rendu à 125 200 000 tonnes. Hein? Ça, c'est des chiffres. Et ça, c'est des bateaux qui pourraient venir éventuellement dans le 5 ans. Et si je pousse encore un peu plus la carotte, donc on a les VLC, des Very Large Crude Carriers, donc les très très gros. Les Very Large, ils sont 200 à 350 000 tonnes. Et là, encore plus, les extra, les ultra larges, ça, il y en a très peu dans le monde, mais il y en a. Là, on est rendu à 500 000 tonnes. Donc, si on avait le visuel, on aurait des belles photos de tous ces beaux bateaux. Et juste pour vous dire que le plus grand du monde, il fait 500 000 tonnes. C'est un monstre, il va être je vais vous donner, c'est un monstre absolument incroyable, et il fait 500 000 tonnes, et juste pour vous donner, ça ne va peut-être pas vous éclairer, la production de pétrole canadien quotidienne, c'est 550 000 tonnes. Donc, ça veut dire que ce pétrolier-là peut être capable d'emporter à peu près la production canadienne quotidienne, okay, du jour. Là. À chaque jour, là, le gros tanker, il pourrait prendre toute la production canadienne, évidemment, elle n'est pas pour l'exportation entièrement, mais il pourrait prendre toute la production canadienne. Ce monstre-là, qui fait, je vous donne un chiffre, il tire en doute 24,5 mètres, 60 pieds pour les plus comme moi, là, et 380 mètres de longueur. Donc, c'est vraiment un monstre. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Par contre, je peux vous rassurer, ceux-là sont trop gros pour venir dans le salon. Qu'est-ce qu'on transporte? On transporte du brut, essentiellement. Dans tous ces bateaux. Donc le brut, à partir des sources où il y a du brut, la mer du Nord, éventuellement. L'Afrique centrale, beaucoup de brut, là, l'Afrique du Nord aussi. L'Amérique du Sud de plus en plus. On connaît bien le Venezuela comme exportateur de pétrole, mais maintenant le Brésil et l'Argentine arrivent sur le marché avec une nouvelle production. Et on les prend à ces endroits-là, et j'ai pas arabique évidemment, puis on envoie vers les acheteurs. Donc les acheteurs sont évidemment en Europe, sont l'Amérique du Nord, nous en particulier, depuis plus longtemps, et aussi, surtout, la Chine, l'Inde, l'Australie, qui sont des importateurs de pétrole principalement. Donc, les transporteurs de brut, les transporteurs de produits raffinés, c'est les petits dont je vous parlais tantôt. Généralement, les produits raffinés ne sont pas transportés dans une immense longueur, plutôt les plus petits, des 25 000 tonnes, qui vont aller desservir le long de la côte les différentes stations. Juste un mot à propos des pétroliers à coque simple et à coque double. Maintenant, au Canada, il y a une loi, ils sont tous à coque double. Il y a une certaine époque, ils étaient encore à coque simple. Il existe encore quelques bateaux à coque simple, mais ça existe presque plus. Le coque double, c'est vraiment carrément la coque du bateau, le dessous et le côté du bateau, il y a deux parois de métal. Littéralement, exactement. Ils sont distancés de quelques pouces à peine, et ils sont bien attachés l'un à l'autre. Vous comprenez tout de suite la notion de sécurité. Donc, si on en déchire une coque, ben, on a des chances que l'autre va tenir le coup. Donc, si on se frappe sur un rocher à quelque part, ben, bon, il y a vos chances de sécurité. Au Canada, je vous rassure, depuis 2010, les coques d'eau sont obligatoires. Tous les Canadiens. Les risques maintenant. Je vous fais une liste rapide des risques. On n'entre pas dans tous les détails, mais juste pour vous donner là, les 4 ou 5 ou 6 grands points importants. Premier risque qu'on cite en premier, sont souvent les plus cités, c'est les conditions maritimes. Donc, chavirage, incidents à bord, tous ces problèmes-là font en sorte que, pourquoi chavirage? Parce qu'on a eu des mauvaises conditions de météo, parce qu'on a rencontré, on a heurté quelque chose, comme ça. Deuxièmement, les collisions, c'est un deuxième risque qui arrive aussi, les échouements. Troisièmement, le feu à bord. Certains d'entre vous naviguez sur un petit bateau. C'est quoi votre premier ennemi à bord? Vous le savez, c'est un peu bizarre hein, quand on est sur un bateau, mais on n'y pense pas tellement, mais c'est le feu. Même sur un petit voilier, le plus grand danger que vous avez à bord, c'est le feu. Si jamais vous avez un incendie à bord, c'est très très grave, vous devez la maîtriser rapidement. Imaginez-vous à bord d'un tanker. C'est clair qu'à bord d'un tanker, les conditions de maintien sont extrêmement rigoureuses pour mettre le feu dans la cargaison qu'il y a là. Donc,
mais ça peut quand même arriver. Si un incendie se déclare dans un gros pétrolier comme ça, souvent il peut devenir hors de contrôle, donc l'ensemble du pétrolier va brûler, va aller s'échouer, et là on va avoir des environnementales. Fissure de coque, déformation, ça peut paraître bizarre, c'est déjà arrivé. Ça existe, une fissure, quand même, du bateau dans une grande tempête, c'est cassé en deux, carrément. Et, donc, mais ce n'est pas très fréquent. Les risques de pollution d'opérations de chargement, déchargement, ça, je vous en parlais un petit peu, les histoires, c'est un peu là qu'on a peut-être des préoccupations les plus importantes. C'est rarement quand le bateau est au large, c'est souvent quand il est proche des côtes, quand il est en opération de chargement, déchargement, donc là, nos risques sont un peu. Et enfin, quelque chose qui ne semble pas nous frapper rarement, mais la piraterie. C'est un risque important. Pas vraiment ici, chez nous, c'est jamais arrivé, mais ailleurs dans le monde, c'est fréquent. Donc la piraterie est parmi les risques, je suis sûr, et l'assurance tient. Les grandes marées noires, peut-être que ça ne va pas tout vous allumer, mais il y a des noms là, qui apparaissent, des éclairs qui apparaissent dans le ciel quand on parle des grandes marées noires. Donc la toute première, très très importante, ça s'appelle le Torrey Canyon. C'était sur les côtes d'Angleterre. On avait déversé à ce moment-là 120 000 tonnes de pétrole. Donc, c'était en 1967, ça, et ça avait fait déjà une grande histoire parce que c'était le plus grand déversement jamais survenu à l'époque. Donc, si je continue, il y en a un autre qui devrait vous allumer un petit peu, l'Anoko-Cadix. L'Anoko-Cadix, c'est un déversement gigantesque de 223 000 tonnes de pétrole sur les côtes de Bretagne. Donc, il y en avait des quantités gigantesques partout. C'est un bateau qui a perdu son gouvernail et qui a été brossé à la côte de Bretagne. Donc, c'est arrivé en 1978. Si on continue, un autre qui va vous allumer aussi, Exxon Valdez. Donc, celui-là, on le connaît beaucoup. Il a été hyper documenté parce qu'il est arrivé aux États-Unis, parce qu'il y avait tous les médias autour pour voir ce qui se passe. Donc, c'est un déversement de 39 000 tonnes qui est arrivé en Alaska. Tout récemment, en décembre 1999, l'Erika, encore une fois sur les côtes françaises, à peu près dans le même secteur que de la Bretagne. Et enfin, encore plus récemment, en 2002, le Prestige, qui lui était au large des côtes de l'Espagne. Donc ça, c'est les grands noms, des grands mots qui apparaissent, c'est les grands déversements, c'est ça qui allume l'imagination des accidents pétroliers. Je dois vous dire que depuis l'accident du Prestige, il n'y a pas eu de grands accidents pétroliers dus à des pétroliers. Le Golfe du Mexique, c'est pas un pétrolier, c'est le plus grand déversement de pétrole du monde, mais c'est une plateforme. Donc, ce n'est pas un pétrolier, il n'est pas dans les risques. Encore une fois, si on avait du visuel, on aurait découpé c'est l'élection de la thèse, mais vous regarderez. Par contre, les aspects positifs de ça, c'est que quand on regarde le graphique, peut-être trop loin, mais je vais vous l'expliquer quand même, quand on regarde le graphique du nombre de déversements, de quantité de pétrole déversé par les accidents pétroliers, depuis de nombreuses années, il y a une tendance extrêmement claire à la diminution. C'est-à-dire que, alors qu'on est parti avec des affaires comme 20 ou 30 accidents, on parle des 700 tonnes et plus. Dans les années 60, 70, 80, on avait des choses comme 25, 30 accidents importants par année. Ça a descendu. Et maintenant, on en est à de rares accidents, il faut bien le reconnaître. Au niveau des pétroliers, on a de rares accidents. Il n'y a pas eu d'accident vraiment majeur depuis une dizaine d'années. Oui, ça 5. Je vous parle un petit peu le comité sénatorial permanent de l'énergie, de l'environnement et des ressources naturelles. Ça, c'est le comité sénatorial d'Ottawa, qui a produit un rapport en 2013, que vous pouvez facilement retrouver, qui s'appelle « Transporter l'énergie en toute sécurité ». Et ce comité-là a brossé un tableau de ce qui se passe au Québec, au Canada, du point de vue des transports, des accidents, des choses comme ça. Donc, ce comité a d'abord mentionné, a fait le répertoire des accidents qui sont arrivés au Canada, et il n'y a jamais eu de très grands accidents au Canada. Le plus grand qu'on connaît, c'est l'Odyssée en 1888, mais il était très très au large de Terre-Neuve. Alors ça, c'est un cas d'un bateau, un tanker qui a cassé dans une tempête. Il est vraiment cassé en deux. On a perdu l'équipage et tout. Il y a 130 000 tonnes de pétrole qui sont déversées. C'était tellement au large, tellement loin, que finalement, oui, on a ramassé des oiseaux englués, etc., mais on n'a pas eu d'effet très très direct près de la côte parce qu'on était à plus de 100 000 marins au large. Les autres accidents sont plus modestes et le comité sénatorial a quand même oublié dans sa liste quelques-uns que moi je connais. En 1970, Irving Way, dans le Golfe Saint-Laurent, c'est une barge qui a perdu 4500 tonnes de mazout. Le
Pointe-Lévis, c'est une autre base à Matane qui a perdu, on ne sait pas combien, mais c'était en 1985. Et enfin, ici, à Saint-Romuald, il n'y a presque jamais eu d'accident à Saint-Romuald. Il faut être clair là-dessus. Donc, il y a eu un accident un peu important, c'était de Zantoria, qui est un gros tanker qui s'est frotté un peu trop le long des pontons. Et il y avait perdu tout près de 3 000 tonnes de pétrole dans le même temps. Donc, ça, c'est l'accident de l'accident. Plus de 700 tonnes. Déjà du monde, 700 tonnes. Mais c'est quand même pas de très grands accidents. Les recommandations du comité sénatorial, dans les quelques minutes qui me restent, c'est assez bizarre ce comité, parce que je pense que ce qui est dans le rapport, c'est pas si mal, mais on se rend compte que ce comité n'est pas allé très loin. Le rapport a été mal reçu par les journalistes, par les gens qui ont commencé ce rapport, parce qu'on n'est pas allé en profondeur véritablement avec ce comité, mais parmi les gens qui ont leur voix, qui gèrent leurs affaires, qui sont supposés de se parler littéralement, mais malheureusement pas vraiment. Donc sur papier, oui, mais dans la vraie vie, non. Mais leur responsable au niveau d'un accident, c'est la garde côtière, mais la garde côtière ne parle pas souvent à Transport Canada, puis ne parle pas souvent à Environnement Canada. Mais si vous allez leur poser la question, peut-être même que le représentant de la garde côtière est là, il va dire non, non, c'est pas vrai. Il leur parle souvent. Mais je le sais, j'ai entendu 50 fois. Risque maintenant. Donc, 4 minutes. 3. Les promoteurs vont vous dire risque presque zéro, risque nul. Les groupes environnementaux, peut-être l'entendre juste tantôt, vont nous dire « Ah non, c'est pas vrai, il y a des risques importants, puis des risques comme ça. » Vous êtes à deux extrémités comme ça. On est où la vérité? On est à quelque part. Bien, j'ai l'humilité de vous dire qu'on ne sait pas au juste. En fait, j'ai jamais vu une étude avec des données qui permettent de calculer et d'évaluer les risques véritables d'accidents pétroliers dans l'estuaire du Saint-Laurent. Ça n'existe juste pas. C'est pas fait encore. Il va falloir que quelqu'un le fasse à quelque part. C'est quoi le véritable risque? Quel modèle scientifique on va prendre pour calculer ce risque-là? Donc, dans les calculs de risque, c'est comme font les assureurs. Les assureurs, il y en a plein de modèles de risque. Si on prend ça dans le Saint-Laurent, ils vont nous sortir, il va y avoir un risque d'accident tous les 50 ans, ou un risque d'accident tous les 200 ans. Bien là, ça allume une lumière, ça fait quelque chose. Donc, dans cette étude-là, il y a des risques aggravants, puis il y a des risques de protection. Dans les risques aggravants, je les donne rapidement parce qu'ils collent un petit peu à un projet de limitation. Zone, dans les risques aggravants, zone marine d'accès restreint. Difficile à naviguer. Ça, c'est un risque aggravant. Présence de glace dérivante de fort courant. Si vous avez de la glace dans l'estuaire du Saint-Laurent, dans le Saint-Laurent, c'est un risque aggravant. Zone écologique protégée. Un parc marin, une aire marine protégée. Une zone littorale qu'il faut protéger. Zone avec les faibles accès terrestres. C'est important. Parce que si vous avez un accident, vous avez une côte qui est beurrée de pétrole, il faut avoir accès terrestre. Si vous n'avez pas d'accès terrestre, vous n'avez pas de passe, vous n'avez pas de route, il ne faut pas accéder, vous pouvez accéder juste par la mer, donc vous avez beaucoup de difficultés. Ça, c'est des grands volumes d'eau qui sont déballastés par les tankers. Et enfin, peut-être, lenteur de la bioremédiation et du travail naturel dans les eaux nordiques, les eaux froides. Donc, la bioremédiation n'aura jamais la vitesse que peut avoir dans le pays. Donc, je saute parce que je suis pressé. Mais, vous connaissez probablement, peut-être comme touriste, le village de Coca-Cola. Le beau village touristique qui est là, juste après Riverview. Et si vous êtes passé par là, vous avez vu le port, actuellement, qui est là. On lit, c'est très facile à voir avec le digue. Et vous imaginez juste comme ça qu'une extension de à peu près 500 mètres, le projet de port méthanique, de port pétrolier, là, donc il y aurait un quai là, pour recevoir les grands bateaux qui est à peu près 500 mètres au large. C'est ça le projet pour l'instant, mais c'est un avant-projet. Donc, le problème que nous, on voit dans ce cas-là, dans ce projet-là, moi, comme scientifique, ce que je vois, c'est que parmi les facteurs aggravants que je démontrais tantôt, ben, malheureusement, ils sont plus. Donc, on est tout près d'un parc, le parc marin. On est dans une zone navigable difficile puisqu'il y a des hauts fonds et de chaque côté, il y a des docks, tout ça. On est dans une zone où est-ce que c'est qu'il y a non seulement le parc, mais une réserve de fond littoral aussi qui est très proche. Bref, si vous regardez les éléments qui sont là, ben, ils ne sont pas positifs à l'établissement d'un port dans ce secteur-là, parce que j'ai l'impression que les facteurs aggravants sont presque tous réunis au même endroit, pour ce projet-là. Ce que je dois vous dire de plus positif, peut-être,
c'est qu'il ne faut quand même pas minimiser le dispositif canadien qu'on a pour la prévention du déversement dans les ports. Il y a un dispositif, on n'est pas complètement tenu avec rien à main. Il y a des choses qui se font. Donc, au niveau du gouvernement canadien, par exemple, il faut avoir 2 remorqueurs pour approcher ces pétroliers-là des pontons. Je dis tantôt, si vous l'approchez un peu trop fort et il déchire le long du ponton, là, vous avez un problème. Si le remorqueur casse sa ligne et puis le bateau se ramasse, 2 remorqueurs, 2 pilotes, en principe 2 pilotes, et surtout pour les navires étrangers, il y a une inspection. Donc je termine rapidement, je conclue. Le transport maritime du pétrole va continuer à croître pour les 20 prochaines années. Il ne va pas diminuer, il va continuer à croître. Les modèles de risque pour l'estuaire de Golfe Saint-Laurent sont inexistants. On ne les a pas. S'il y a des gens dans la salle qui sont des situations de modèles de risque, bienvenue, parce que vous avez un beau travail à faire là, parce que ces modèles-là existent. La zone de Coca-Cola comporte de multiples facteurs aggravants, je vais vous mentionner. La coordination des divers intervenants en cas d'accident apparaît inadéquate. C'est ce que je viens de vous dire. Et ça, c'est le comité sénatorial qui l'a dit, c'est pas mon opinion personnelle. Mais la coordination de tout ça, c'est pas bien fait pour l'instant. Et aussi, surtout, le temps de réponse. Donc, peut-être que Danny va nous expliquer un petit peu. C'est que dans un milieu très actif, très dynamique, avec plein de courants, le temps de réponse doit être très, très court à un accident. Il va être trop tard, déjà les dommages vont être causés. Donc, vous savez, les temps de réponse normaux pour des accidents dits majeurs, d'accidents de plusieurs milliers de tonnes, les temps de réponse qu'on impose aux gens qui doivent prendre les réponses au secours, en 18 et 24 heures. Donc, je m'excuse, mais en 18 et 24 heures, là, pour un déversement au Coca-Cola, ou même ailleurs dans le Golfe Saint-Laurent, dans les sueurs de Saint-Laurent, le mal est fait, c'est terminé, c'est parti. C'est 50 km plus loin que c'est rendu. Donc, des temps de réponse aussi longs sont évidemment inacceptables pour une des conditions de mon combat. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous dire. C'est très factuel, mais ça vous aide un petit peu, peut-être dans votre réflexion. Oui. On parle beaucoup aujourd'hui dans le fonctionnement mais est-ce que il existe des règlements sur le traitement des eaux de ballast qui c'est l'Organisation mondiale pour le transport maritime qui va les mettre en place, va les mettre en place. Donc on va devoir traiter toutes les eaux de ballast à partir de 2015 très probablement, et en particulier pour ces gros pétroliers-là. Le problème avec ces gros pétroliers-là, c'est qu'ils transportent une quantité fantastique d'eau de ballast. Un tanker de 120 000 tonnes, il va déverser 60 000 tonnes d'eau de ballast parce que les tankers, quand ils sont vides, c'est une véritable coquille de noix. Donc, il faut vraiment beaucoup d'eau de ballast pour le maintenir en place. Et c'est 50%. Si vous avez 200 000 tonnes, vous allez trouver des eaux de ballast pour 80 000 tonnes d'eau de ballast qui vont être déversées au moment où le bateau charge. Le problème ne se présente pas ici à Saint-Romuald, puisque le bateau, il décharge. Donc, il prend de l'eau de ballast. Mais si la situation se produisait à Coca-Cola, donc là, il va relarguer dans 12 à 18 heures, là, pendant les premiers... ça prend 36 heures à charger un gros bateau comme ça. Dans les premiers moitiés, là, 18 heures, il va décharger 60 000, 80 000 dans le bout d'eau. Ils viennent de n'importe où dans le monde. Je vais prendre les 3 mains que j'ai vues se lever. Alors, le veston blanc là-bas. Si vous voulez parler assez fort, il lève peut-être pour avoir le micro. Bon, voilà. Une question brève. L'unité de base est une tonne. Dans votre exposé, vous parliez d'une tonne de pétrole. Et je voulais savoir concrètement, une tonne, si vous apportiez une tonne de pétrole ici dans la salle, quel volume ça aurait? Une tonne, c'est une tonne métrique classique d'eau, c'est 1000 litres. Pour le pétrole, c'est un peu plus léger, donc c'est 1100 litres à peu près. 1100 litres, ça fait combien là? C'est un mètre cube, là. Donc si vous l'étalez dans la salle ici, là, ça va s'étaler sur... C'est 7 barils 45 gallons. 7,3. Ouais, 7,3 barils 45 gallons.
Ah oui, je faisais un autre exemple aussi, c'est que je conduis une petite Fiat 500. Donc, la petite Fiat 500 plus moi, plus mon épouse, qui est toute petite, ça fait une tonne. On va voir les photos. Non, ils ne sont pas séparés. Donc ça, là-dessus, c'est clair, c'est que le condensate, en anglais, qui est un diluant, qui est en fait de l'hexane, qui est un hydrocarbure relativement léger, assez volatile. Il ne se sépare pas du pétrole. Une fois qu'on a fait le mélange, qu'on a dilué le gros lourd dans l'hexane, c'est trop facile qu'il se sépare tout seul de même dans son verre. On n'aura plus besoin de raffinerie. Non, ça ne se sépare pas. Ça va s'évaporer facilement. Donc, à Hydrocalcula, si jamais le projet se réalisait, le condensate avec le pétrole lourd vont former une unité, ça va être un pétrole qui va avoir une densité moyenne, et c'est ça qui est transporté dans le bateau qui va aller à quelque part dans le monde. Pour ce qui est du circuit du condensate, c'est un autre circuit en fait. Les condensates en Alberta, on en a des quantités hallucinantes. Parce que le pétrole albertain conventionnel est relativement léger, et les raffineries là-bas en produisent en grand nombre, qu'on ne sait pas quoi faire. Donc, du condensate, il y en a. Le seul projet qui est différent, c'est celui de Kitimat. Celui de Kitimat, où là, il y a deux pipelines, non pas un. Il y a un pipeline pour aller vers les bateaux à Kitimat et un pipeline pour amener les condensate. Mais ça dépend des compagnies, ça dépend comment ils traitent. Vous avez 5 compagnies qui traitent leur pétrole différemment. Oui, bonjour, Anne-Céline Guillon. Juste, est-ce que vous pourriez revenir un petit peu sur la période de transbordement entre le port, finalement, puis le bateau? Parce qu'il me semble que j'ai souvent lu que c'était pendant cette période-là qu'il y avait des fois des pertes régulières de pétrole dans le Le transbordement, c'est comme la pompe à essence. Mais en plus. Donc, le tuyau, il va avoir 18 pouces. Celui qui va partir des réservoirs, en principe, à Hydrocalcula, il va arriver dans le bateau. Et on a juste, l'équipage à bord va ajuster les tuyaux, et puis on ouvre la valve quelque part, puis surtout on part le compteur pour savoir combien on a mis dans le bateau. Ça, c'est important. Généralement, il n'y a pas d'accident dans ce type de transport-là parce que l'équipage sur le bateau sont spécialisés. Donc, c'est leur job. Il n'y a pas beaucoup de monde sur ces gros bateaux-là, mais c'est leur job de ne pas, parce que là, tout le monde regarde. Tu ne vas pas perdre ton truc le moins possible. Là où il y a des incidents, c'est dans le carburant. Un bateau de 150 000 tonnes transporte 12 000 tonnes de carburant, c'est-à-dire du diesel et du mazout lourd. Le diesel, quand il est proche des côtes, parce qu'il n'y a pas besoin de brûler le mazout lourd, et donc il charge à peu près 6-8 000 tonnes de pétrole léger, là, de diesel, il charge 6-8 tonnes, 1000 tonnes de lourd. Et là, arrivent tout souvent les accidents, parce que là, on fait moins attention, c'est possible. Tu fais attention à ton gros tuyau terrible, puis si lui, en 1 minute, il va te faire une nappe de pétrole terrible, puis ton plus petit tuyau pour ton chargement de carburant, ben, là, les distractions sont plus fréquentes, puis la tuyauterie est parfois même moins bien organisée. Donc, c'est là qu'on a plus de chances d'avoir des incidents, et c'est là que la majorité des incidents se produisent. Et les incidents ne sont pas des grands volumes. Mais écoute, même avec un tuyau de 6 pouces, là, ou de 8 pouces, là, en dedans de 30 secondes, tu as déjà plusieurs centaines de milliers de litres dans l'eau. Souvent, ces bateaux-là, quand ils sont à quai, il y a une immense estacade tout autour. Mais c'est une petite estacade qui ne résisterait pas à de la glace ou à du vent. Mais souvent, de voir des bateaux, quand on les voit à quai, là, on voit des estacades rouges tout autour, au cas où ce qu'on va accident arrive. Les autres ballasts peuvent contenir un peu d'hydrocarbures aussi, mais attention, là, techniquement, les autres ballasts, c'est des réservoirs, puis la cargaison, c'est un autre réservoir, ça ne va pas dans le même. Il y a encore 2 questions, puis après ça, je vais laisser la parole à M. Chandel. Monsieur? Sylvain Champeau, porte-parole des questions sénateurs. Question-commentaire, M. Pelletier. Vous avez dit, avec raison, qu'il n'y a pas de modélisation du risque dans le cas. Il existe un rapport très intéressant qui a été publié l'automne dernier par Transport Canada, un rapport de Génévent, qui est une modélisation de la vulnérabilité du bloc au déversement. Dans quelle mesure on
on est vulnérable, on peut résister à un déversement, puis on a l'honneur d'être l'endroit au Canada, ex aequo, qui est un petit point près de Vancouver, d'être l'endroit le plus vulnérable à un déversement pétrolier. Ce qui nous fait un petit peu... Tu as vu ce rapport-là, les autres qui l'ont pas vu, peut-être le trouver quelque part, mais écoute, il ne nous dit rien parce qu'on est dans le rouge partout, on est dans le très vulnérable. Donc, je ne veux pas inviter personne, mais je pense que ça ne vaut pas grand-chose, ce rapport-là. C'est juste pour dire, écoutez, là, c'est vulnérable partout, mais l'étude de risque, le calcul de risque, il n'y est pas. Et puis, parce que dans ce même rapport-là, ils ont dit, ben, il y a un accident, il n'y a pas eu d'accident depuis 20 ans. Ben oui, il n'y a pas eu le feu chez vous depuis 20 ans. Ça veut dire qu'il va pas en avoir un cette nuit. Il n'y a pas de mémoire. Hein? Vous avez gagné à la loterie la semaine passée, vous avez les mêmes chances de gagner cette semaine. C'est pareil, là. C'est pas, la loterie, elle ne sait pas que vous avez gagné la semaine passée. C'est pareil, là. L'accident pétrolier n'a pas eu depuis 20 ans. Vous en avez un accident aujourd'hui, ben, vos chances d'en avoir, vos possibilités d'en avoir un autre le lendemain sont strictement pareilles que pareil. Hein? C'est ça les statistiques, c'est ça les mathématiques de tout. Donc c'est de ça qu'on a besoin. C'est-à-dire qu'il nous faut un modèle de risque global au niveau de Saint-Laurent au complet. C'est-à-dire, c'est quoi au niveau de risque? Tu es maintenant 25 ans, il y en a 50 ans, il y en a 100 ans. Okay? Quand on sait ça, c'est où le risque? Mais avec ce que on a bougé dans mon laboratoire beaucoup mieux que ce que le transporteur a publié. On commence à avoir des bonnes données de vulnérabilité le long de l'estuaire de Saint-Laurent, le long du code de Saint-Laurent. En fait, il faut donner ça au MDD EPSCC, qui est en train de faire un sacré boulot que le fédéral a pas fait encore. Alors, une dernière question de clarification sur le parcours prochain invité. Non? Oui? Bonjour, moi je m'appelle Coach, je suis ancienne de la sciences et je m'intéresse beaucoup à la gestion des controverses scientifiques, sociotechniques. Et c'est un commentaire qui se destine à M. Poirier. Je trouve que cette présentation-là fait l'illustration absolument claire que les citoyens sont capables de comprendre la question des données scientifiques, capables de comprendre, c'est un point, mais capables d'agir. Dans le remerciement, je me dis que vous êtes extrêmement sollicités et que vous avez l'occasion de vous exprimer, mais je trouve que c'est vraiment une présentation qui fait un peu la lecture à la thèse du déficit citoyen, le déficit sur lequel les citoyens sont fatigués à comprendre la CCTV en tant que On le reçoit bien, je dirais même que sans aucune prétention, on a plus de 120 conférences de données. Pas opposé de la Madeleine, on était les premiers groupes citoyens à aller sur Anticosti en 2011 où il n'y avait aucune image des pattes de forage sur Anticosti. Suite à notre passage, les journalistes ont commencé à aller à Anticosti. Nous, ce qu'on croit, c'est qu'à chaque endroit où on passe, on le constate par la suite, les citoyens qui ressortent forment un comité ou se mettent à se préoccuper de manière beaucoup plus précise sur ce dossier-là, vont se rendre dans leur conseil municipal, vont aller faire de la cueillette de données. L'information qu'on fait circuler aussi sur Internet, on met en moyenne 15 à 20 heures semaine juste pour maintenir la revue de presse sur l'ensemble du dossier des hydrocarbures que vous pouvez retrouver là, dans notre section photo, là, sur notre Facebook, le nom de Marée Noire dans le Saint-Laurent. Donc, ce travail citoyen-là, nous, on le fait totalement bénévole. Souvent, on dit aux gens, si vous êtes prêts à nous héberger chez vous, notre déplacement, on va se faire une bouffe ensemble, le minimum. Nous, on le fait là, vraiment parce qu'on y croit, surtout parce qu'on se dit, le terme qu'on essaie le plus de déconstruire, c'est d'être qualifié d'activiste, d'environnementaliste. Ça repousse beaucoup de gens à s'impliquer. Nous, on se dit, citoyen soucieux du bien commun. J'ai le droit, moi, d'être un acteur social dans une question aussi préoccupante. Donc, je reçois bien votre commentaire. Merci.